Malsain a deux définitions. La première, dont la nature n'est pas saine, qui semble vouée à la maladie, et la seconde, qui n'est pas normale, qui manifeste de la perversité. C'est bien entendu la deuxième qui nous intéresse, ce qui n'est pas normal, et ça bien évidemment, c'est subjectif. Et comme beaucoup de choses normales au Japon ne le sont pas en France, alors beaucoup de choses banales pour les Japonais sont considérées comme malsaines pour les Français. Les influenceurs au Japon, c'est très différent par rapport à la France. Petit récapitulatif. J'ai déjà parlé des influenceurs virtuels comme Ima. Elle cartonne de fou sur TikTok et elle fait aussi des placements de malade. Récemment, elle a fait un feat avec Lil Nas X, un rappeur américain à 11 millions d'abonnés. C'était pour mettre en avant les sacs de la marque de luxe Coach. Et vu comment l'IA évolue, avant c'était juste des photos très réalistes, maintenant on est plus à ce niveau. As you can see, I can move and talk in real time now. C'est quand même fou de se dire que dans ce que je vous ai montré, il n'y a absolument rien de réel, ni la vidéo, ni la voix, ni la texture, rien du tout. Et je pense que c'est qu'une question de temps avant que Ima ne développe une réelle personnalité à partir d'une intelligence artificielle. Puis le jour où ce sera assez performant, on pourra même faire une application pour discuter avec Ima, prendre des photos avec elle, même faire des feats en vidéo avec elle grâce à des outils comme l'Apple Vision Pro. Et je ne vous parle pas d'un futur dans 10 ans, mais plutôt d'un futur dans 3 à 5 ans grand max. Oui, je sais, c'est pas rassurant. Mais du coup, chez les gros créateurs de contenu japonais, forcément pour défendre un peu le réel, est-ce qu'il y a quelque chose qui a évolué ? D'accord, c'était quoi la toute première vidéo de ce youtubeur déjà? Ah d'accord, donc vraiment aucune évolution en termes de contenu. Par contre, en termes d'abonnés, lorsque je vous ai parlé de Junia il y a 2 ans, il était autour de 10 millions. C'est énorme. Mais aujourd'hui, il y a 34 millions d'abonnés. C'est tout simple, c'est comme s'il y avait la moitié de la population française qui était abonnée à Junia. Forcément, le contenu ne subit pas la barrière de la langue, donc son public c'est littéralement le monde entier. Mais si on en suit les commentaires, une bonne partie de son public reste tout de même japonais. Après ça met de bonne humeur, il fait de mal à personne, Junia il est rigolo, voilà, ça donne le smile quoi. Mais personnellement je vois trop les biais psychologiques qu'il utilise dans ses vidéos pour gratter la moindre petite millième de... Bref, vous avez compris. Dans d'autres vidéos, j'ai abordé les youtubeurs frères et sœurs qui font du contenu tendancieux autour de leurs relations, ou encore des gros youtubeurs qui soulèvent la culotte de lycéenne. Sans oublier bien sûr les musiques des VTubers à 80 millions de vues qui parlent de lolicon. Ah oui, parlons-en parce que j'aimerais apporter des corrections par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo la culture malsaine du kawaii au Japon. La VTubeuse Shigureui, c'est bien une VTubeuse déjà, mais surtout concernant son clip, je me disais bien qu'il y avait quelque chose de bizarre. Parce que j'ai vu des mentions comme quoi certaines personnes et même certaines entreprises l'ont mal interprété. Par exemple, l'entreprise Artec qui fait les buzzers comme ce qu'on voit sur la miniature de la vidéo, eh bien elle a reposté cette musique sur son compte TikTok. Et elle s'est prise un giga drama au point de devoir supprimer la vidéo, non je plaisante, au point de supprimer le compte TikTok entier. Alors j'ai cherché à comprendre, mais j'avais pas réussi à trouver ce quelque chose qui me titillait. Et heureusement, quelques valeureuses personnes dans les commentaires ont éclairé ma lanterne. Ce clip qui a fait 80 millions de vues, ce n'est absolument pas une critique des lolicons. Alors oui, ça insulte et ça traîne dans la boue les pervers lolicons, mais il ne faut pas prendre ce contenu au premier degré, comme je l'ai fait, ni au second degré, mais au troisième degré. En gros, insulter les lolicons, ce serait pour eux comme une forme de plaisir et de satisfaction. Le personnage de la petite fille est ce qu'on appelle une Ksogaki, littéralement gamine insupportable. Et généralement dans la suite des choses, la petite fille se fait punir par l'adulte, et on s'arrête là. Donc ce contenu, c'est du contenu lolicon, et la VTubeuse Shigureui a dit elle-même qu'elle était une lolicon. Ce clip serait une sorte de private joke pour montrer à quel point ils le sont, mais c'est pas bien de l'être, et donc du coup ils se punissent, mais en même temps ça leur fait plaisir. Ouais, ça reste quand même une private joke avec 1,7 million d'abonnés. Alors oui, personnellement, je le considère comme étant malsain parce que ça banalise des comportements qui devraient pas trop être banalisés. Mais ça, ce n'est qu'une porte d'entrée pour comprendre la vraie nature du contenu des influenceurs au Japon. Parce que s'il y a des contenus qui sont similaires entre la France et le Japon, il y a des différences. Ce qui fait que fatalement, il y a des choses qui sont banalisées chez nous, qui ne sont pas chez eux, et inversement. Bienvenue dans la culture malsaine des influenceurs au Japon. Ce qu'on va retrouver chez les influenceurs japonais, clairement ça vient d'un autre monde, d'un autre univers je dirais même, et ça tombe bien parce que récemment il y en a un qui vient d'être découvert et qui est prêt à être exploré. C'est une planète pleine de festivités, elle s'appelle Penacony et c'est sur la base d'un hôtel très luxueux. Et tu peux y avoir accès avec le Astral Express dans Honkai Star Rail. En creusant un peu plus, on peut découvrir que dans ce monde, les histoires se passeront dans les rêves. Toute l'esthétique devient incroyable avec des panneaux d'affichage qui prennent littéralement vie, des bulles colorées dans les airs, et même la gravité n'a plus aucun sens, on marche sur le plafond. Forcément
Évidemment tout ça cache une crise, mais personnellement le côté rêve je trouve ça très original. Le nouveau personnage phare c'est Sparkle, une adorable fille avec un grain de beauté sous chaque yeux, et personnellement retenez ça, j'adore cette caractéristique. C'est une jeune fille excentrique et espiègle dont les actions sont totalement imprévisibles. Et il y a le retour de Jingyuan également avec son lion blanc. Puis en ce moment il y a plein de bonus de connexion avec 20 passes spéciaux qu'on peut récupérer gratuitement. Tu as même le Docteur Ratio, un personnage 5 étoiles que tu peux récupérer encore une fois gratuitement. J'ai un code pour obtenir 50 jades stellaires juste ici, ne le manquez pas. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont très contents. Et bien sûr vous pouvez télécharger le jeu avec le lien dans la description. Le jeu a pratiquement un an et donc l'anniversaire s'approche et les récompenses aussi. Je vous préviens, je vais commencer fort tout de suite. Petite vidéo facecam tranquille, vidéo à 800 000 vues, chaîne YouTube à 660 000 abonnés. Cette youtubeuse va raconter les histoires de ses abonnés qu'elle a eu sur Instagram. Mais tiens, dans ce screen, le kanji de l'eau et du vent. Que viennent faire ces deux kanji pour demander des anecdotes à la communauté? Bon, si vous avez quelques notions de japonais ou que vous avez regardé Naruto, vous savez que ça, c'est le kanji de l'eau et ça, c'est le kanji du vent. Alors bien sûr, ce sont des métaphores pour désigner respectivement l'alcool et le Scrabble. Oui, on utilise le kanji du vent parce que le mot divertissement pour adultes, fuzokuke, s'écrit avec le kanji du vent. Alors vous comprenez que cette vidéo c'est pour que les abonnés donnent leurs anecdotes sur l'alcool ou sur le Scrabble. Eh bien pas vraiment. En fait, l'eau et le vent ça fait référence au business de l'alcool dans les bars à hôtesse et au business du Scrabble. Donc la youtubeuse ne demande pas des anecdotes à ses abonnés qui consomment ses services, mais à ceux qui trappent. C'est pas une blague, le véritable titre de la vidéo c'est celui-ci. Les pires histoires de clients dans le monde de la nuit. Les anecdotes, ce sont toutes des hôtesses qui racontent leurs pires anecdotes par rapport à ce qu'elles ont vécu à leur travail. Oui, je vous avais déjà dit qu'il y avait beaucoup d'hôtesses et de hosts au Japon. Mais là, je vois certains qui regrettent de ne pas avoir approfondi leur apprentissage du japonais pour comprendre la vidéo. Ne vous inquiétez pas, je vais vous traduire quelques anecdotes. La première, c'est un client le jour d'Halloween qui s'est déguisé en détective Conan. Il est arrivé dans l'enseigne et a sorti la catchphrase « Même petit, mon cerveau reste le même. Je suis détective, il n'y a toujours qu'une seule vérité. » Sauf que disons, il l'a adapté de manière grivoise. Une seule vérité, une seule... Vous avez compris? C'est des jeux de mots, donc forcément ça marche pas très bien, et en plus quand je vous l'explique c'est encore pire. Par contre la youtubeuse, donc Todoroki-chan, eh bien elle trouve ça plutôt rigolo, et le mec a fait des efforts. Par contre la prochaine anecdote, c'est pas la même ambiance. L'abonnée raconte qu'elle a eu un client avec le dos couvert de pustules, et il lui a dit « Ouah, fais attention, t'as un bouton, faut prendre soin de ta peau quand même !» Bon, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, et tout le reste de la vidéo c'est dans la même ambiance, c'est extrêmement cru. Mais plutôt que de dire « Ouah, c'est n'importe quoi !» on prend son temps, on respire... on expire, et on dit « Waouh, mais c'est n'importe quoi !» Plus sérieusement, peut-être que vous allez pas me croire, mais je trouve ça super intéressant d'avoir ce genre de contenu sur le YouTube Japon. Je parle bien sûr d'un point de vue sociologique, parce qu'on se rend compte avec ce contenu à quel point il n'y a aucun tabou, en tout cas beaucoup moins de tabou là-dessus par rapport à en France. La parole est libérée, ça fait des anecdotes rigolotes, il y a personne qui en souffre, franchement je vois pas le mal. Mais si on a des youtubeuses qui racontent leurs anecdotes, il y a aussi des youtubeurs. Alors je vous rassure, vous n'êtes pas en face d'un gourou de secte, quoique j'ai peut-être parlé un peu vite. C'est la chaîne YouTube Jojo Channel qui a plus de 500 000 abonnés et c'est la chaîne la plus sombre que j'ai jamais vue. Et le mec, il ne s'est pas contenté de tester le Japon. Il a visité plus de 100 pays différents pour faire un classement mondial des commerces du vent de toute cette planète. Le classement est en fonction des notes du service, de l'accessibilité, de l'hygiène, du prix. Il donne ses dernières recommandations. Son trésor, il vous le laisse. Si vous le voulez, trouvez-le. Il l'a laissé quelque part dans ce monde. Tous se lancèrent sur la route de Grand Line dans l'espoir de mettre la main sur le meilleur commerce du vent. Le monde entier connut alors la grandeur éolienne. Non, vraiment, le mec Jojo là, il a pris son travail très au sérieux. Tous les concepts, il les a déjà fait, des vidéos top, des vidéos interviews, des feats et même des 10 000 yens. 10 000 yens, ce que tu peux avoir en Corée. Mais en 2023, il s'est dit qu'il allait passer à un niveau supérieur. Il a fait sa propre marque de compléments alimentaires pour devenir fort. Genre fort. Rien qu'en mai 2023, il avait déjà vendu 16 000 paquets. Est-ce que vous vous rendez compte, 16 000 pour un lancement, c'est genre gigantesque. Et en fait, le Jojo, c'est pas le seul qui fait ça, c'est vraiment un genre à proprement parler du YouTube. Enfin, je veux dire, il y a par exemple le YouTube Japon, et ben là, il y a le YouTube commerce du vent. Il y en a plein d'autres comme par exemple Zenryoku Manking qui eux font des pranks. On est clairement pas sur le même niveau.
Bien sûr, tout ça c'est monté de toutes pièces, tout le monde est au courant, sauf bien sûr la personne qui est pranké. Mais retournons un peu en arrière avec la youtubeuse Todoroki-chan. Elle parle de plein de thèmes autour du monde de la nuit, donc l'esthétique forcément, et aussi la chirurgie esthétique. Récemment, elle a fait une augmentation mammaire et elle explique comment ça s'est passé, comment elle se sent beaucoup plus confiante dans son travail. Et oui, et pour nous le montrer, voici comment elle s'y prend. D'habitude, ce genre de choses, on le met sous le dos du « Ah, le Japon, c'est bizarre ». Mais là, j'aimerais creuser un peu plus pour vous montrer que ce qui est différent, c'est surtout les mentalités. Parce que même dans son témoignage, sa parole est tellement plus libérée que tout ce que j'ai pu voir sur ce sujet chez les youtubeuses en France. C'est impressionnant. Il suffit de taper « augmentation mammaire » sur le YouTube français pour voir le malaise. Il faut aller jusqu'à la 18e vidéo pour avoir le premier témoignage face cam d'une femme. Tout le reste, c'est des chirurgiens, et c'est très bien aussi, hein, mais c'est quand même assez dommage que les principales concernées ne puissent pas témoigner. Pourtant, j'ai vérifié, on a pratiquement les mêmes chiffres. En France, on a 70 000 augmentations mammaires par an, et au Japon, on a un peu plus. Donc on peut même pas justifier l'absence de témoignages par la différence de chiffres. Alors c'est quoi la vraie différence? Eh bien la vraie, c'est l'espace commentaire. Pas d'insultes et pas de commentaires déplacés. J'en avais déjà parlé sur ma première vidéo sur les influenceurs, mais au Japon, le contenu de charme n'est absolument pas mal vu. Je ressors l'exemple de Enako, la cosplayeuse numéro 1 du Japon, et bien elle a des contenus de charme et personne ne la fait chier pour ça. Pareil dans les commentaires de Todoroki-chan, c'est clean de fou. Et je sais pas si vous vous rendez compte à quel point sur l'internet français, on est loin de cette situation. Une femme qui parle de ses seins sans se faire emmerder, mais waouh, on en est à des années-lumière. Vu que tous les jours de ma vie, depuis bientôt 9 ans, je travaille dans ce milieu et que j'ai une compagne qui est une femme sur internet et qui ne fait même pas ce genre de contenu, je peux vous dire que la situation en France, c'est encore moyenâgeux par rapport au Japon. Vraiment, ça me surprend positivement de voir à quel point les Japonais peuvent être respectueux de ce genre de contenu. C'est un des rares bons aspects de la banalisation du commerce du vent, mais ça ne veut certainement pas dire que les Japonais sont parfaits non plus sur la toile. Parce que s'ils sont tolérants sur certaines choses, ils font de gros bonds en arrière sur d'autres. Nous sommes en 2018 et une fille du nom de Hiyama Saya participe à un casting pour devenir membre d'une chaîne TV japonaise, Weather News Live. Alors oui, sur cette chaîne, on va parler de météo, pratiquement que de la météo. Pourtant, elle ne se fait pas remarquer par les prédictions incroyablement justes qu'elle peut faire, ou encore par la précision de la température actuelle. Non, ça y est, encore une chaîne qui va mettre des filles de partout en petite tenue pour faire de l'audimat. Non, presque, mais non. 明太子と大根おろしなんですか？唐辛子と大根おろしどっちですか？今日は結構気温東京上がりましたけども。私はむしろ言ってないですからね、本当に。いや、言ってないよ。 En vérité, cette chaîne télé, elle se base sur deux choses pour fonctionner. La première, des présentatrices mignonnes. Bon, ça on l'avait compris. Et la deuxième, c'est sur des moments cringe et mignons. Là, par exemple, la présentatrice, elle s'est un peu emmêlée les pinceaux et elle a traité le monsieur sans faire gaffe de cloporte, d'où le fou rire. Rien de grave, ce sont des petits moments qui font rire, cette chaîne en est remplie, et ça marche. Ça fait littéralement des millions de vues sur YouTube. La recette est vraiment très bien rodée. Alors des présentatrices sur cette chaîne, il y en a plein, et l'émission est très stricte sur la sélection. Et je vous avoue, on peut même parler de mercato à ce stade, parce qu'il y a différentes divisions. BS Fuji Weather News Live Morning, Weather News Live Moon, et la Champions League, c'est lorsque tu es casteuse sur des émissions spéciales. Qu'est-ce qui peut être des émissions spéciales pour une chaîne de météo? Eh bien par exemple, l'équinoxe d'automne, le passage à l'heure d'été. Non, il n'y en a pas d'heure d'été, d'heure d'hiver au Japon. Et la comparaison avec le mercato ne s'arrête pas là parce qu'il y a carrément des calendriers de présentatrices météo de cette chaîne. On en a vraiment une pour chaque mois de l'année. Mais Hiyama Saya, elle a un truc en plus par rapport aux autres filles. Elle est encore plus mignonne et encore plus cringe. Surtout qu'elle affiche son côté un peu otaku, elle aime les animés, elle se cosplay, et surtout, tout laisse sous-entendre qu'elle est célibataire. Et ça, croyez-moi, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd du côté des otaku japonais mal alpha là. L'engouement devient fou, les hommes de tout le Japon se mettent à s'intéresser de fou à la météo. Et la chaîne se met carrément à produire du merchandising. En septembre 2020, lorsque Sayachi, oui c'est le surnom qu'ils lui ont donné, rentre dans le casting principal des filles, et bien l'action en bourse de la chaîne télé fait un bond de 72%. Les mois s'enchaînent, la présentatrice ne fait que gonfler l'audimat. Elle atteint plus de 200 000 followers sur Instagram, 300 000 followers sur Twitter, vraiment plus rien ne peut l'arrêter. Mais fin juin 2023, Sayachi disparaît des écrans.
C'est la panique du côté des fans. Où est-elle passée? La météo n'a plus aucun goût sans elle. Sayachi, pendant plusieurs jours, reste totalement introuvable. Quand soudain, par hasard, on la retrouve, pas sur la chaîne Weather News, mais sur une chaîne qui rediffuse du sport. Le sport en question, c'est un match à Wimbledon d'un joueur de tennis japonais, Kei Nishikori. On la voit dans les sièges réservés aux proches du joueur de tennis. Les fans sont interloqués par la découverte et de fil en aiguille, les fans de Sayachi ont beau se voiler la face. Peut-être que leurs parents sont juste amis et c'est tout. Ils comprennent qu'elle est en couple avec le joueur de tennis Nishikori. Et là, c'est la giga... C'est le torrent d'insultes. Menteuse, traîtresse, joueuse de cœur, vous n'allez pas ensemble, ouvre les yeux, elle dit qu'il était pas à l'aise avec les mecs, c'est sûr que c'est un forceur. La situation vraiment s'emballe complètement, ça dégénère sur les réseaux sociaux, à tel point qu'elle est obligée de faire un communiqué sur Twitter. Elle se justifie, elle explique qu'elle est dans une relation sérieuse avec Kei Nishikori, et vous doutez bien, c'est encore plus le torrent d'insultes et de harcèlement, insultes, et lorsqu'elle revient enfin sur la chaîne Weather News, tout le monde dans le chat spam des balles de tennis. Mais chose surprenante au Japon, la chaîne télé Weather News n'a pas rompu son contrat. Et elle en joue même avec ce bad buzz en faisant des petites rêves par-ci par-là. Là, le mec qui vient de faire une petite référence à Wimbledon, discrètement. Et heureusement qu'ils le prennent comme ça, parce que clairement, le problème, ce n'est pas du tout Kiyama Saya. Le problème, c'est les otaku érotomanes qui pensaient pouvoir la garder pour eux. Ils ont un nom au Japon, on les appelle les Jakusha Danshi. Littéralement, les hommes fragiles et faibles. Et on a beau les appeler comme ça, ces hommes, ils ont un portefeuille. Et parfois un portefeuille assez conséquent. Et donc, ils ont un impact. 5%, c'est la baisse qui a été enregistrée les quelques jours qui ont suivi l'annonce. C'est ce que retiennent les vidéos récapitulatives japonaises sur l'incident. Mais maintenant, on peut regarder les conséquences sur le long terme. Et c'est pas la même chose. Le 6 juillet 2023, l'action en bourse de Weather News était à 6820 yens. Et aujourd'hui, elle est à 5150. C'est une baisse de 25%. Est-ce que vous vous en rendez compte? 25% de... Non, vous en rendez pas compte. La chaîne Weather News Live, elle a une capitalisation boursière aujourd'hui à 61 milliards de yens. Ce qui veut dire qu'avec cette baisse, elle a perdu 20 milliards de yens, soit 125 millions d'euros. Vous en rendez compte maintenant? L'entreprise a perdu 125 millions d'euros parce que la présentatrice télé s'est mise en couple. Est-ce que vous comprenez le problème maintenant de cette communauté? Surtout que ce qui me frustre énormément, c'est la dissonance qu'il peut y avoir dans le public japonais. Une VTubeuse qui fait une musique pour faire plaisir aux lolicons, très peu de répercussions. Une Miss Météo populaire qui se met en couple, harcèlement public et conséquences économiques lourdes pour la société de télévision. Là pour moi, c'est malsain. On se rend vraiment compte de la différence culturelle, de la différence de mœurs, de la différence de vision, de réflexion qu'il peut y avoir entre la France et le Japon, et plus généralement entre l'Occident et l'Asie. Mais il existe un moyen au Japon de calmer l'opinion publique. Excuses publiques, gestion de crise. Alors forcément, cette histoire de couple, si on mélange ça à des excuses, ça rappelle fortement la règle selon laquelle les idoles n'ont pas le droit d'être en couple. Ici, une des membres des AKB48, Minami Minegishi, a dû s'excuser en pleurs et le crâne rasé en signe de repentance parce qu'on l'a chopé avec un homme. Alors bien sûr, une telle règle n'est pas du tout légale et donc elle n'est pas inscrite sur les contrats, mais on peut dire qu'elle est quand même dans la tête de tout le monde. Et même dans des sondages, on voit que les Japonais, pour eux, c'est normal que cette règle soit appliquée. Enfin, ils considèrent plutôt que c'est normal de le cacher au public. Donc en fait, c'est comme l'adultère au Japon, c'est ok tant que tu te fais pas prendre. Si tu te fais prendre, tu dois faire des excuses. Alors intéressons-nous à comment les influenceurs japonais gèrent leur drama. Lui, c'est le youtubeur numéro 1 japonais. Littéralement, vous pouvez pas vous balader une journée dans Tokyo sans voir sa tête quelque part, au moins une fois sur une pub ou une affiche. Et le 22 janvier 2024, il a publié sur sa chaîne YouTube de 12,8 millions d'abonnés une vidéo d'excuses. Ça penche la tête bien fort vers l'avant et bien longtemps pour montrer qu'on est bien désolé. Mais alors, c'est quoi l'objet du drama? Hikaking a annoncé en vidéo le 31 décembre 2023 qu'il s'était marié. Bonne nouvelle, la vidéo buzz, il va l'annoncer de 100 manières différentes. Got married. Mais dans un coin du Japon, il y a une de ses ex qui décide de faire la une des journaux en dénonçant le comportement fallacieux de Hikaking auprès d'un magazine hebdomadaire. En gros, en 2018, elle a eu une relation avec Hikaking et ce dernier a expliqué qu'il voyait d'autres femmes en même temps qu'elle. Cette situation, notez-le, la fille l'a acceptée. Et depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, on est quand même en 2024, elle n'a plus revu Hikaking. Mais ils auraient tout de même continué de s'envoyer quelques messages. Puis ensuite, elle découvre la vidéo du mariage et envoie un message de félicitations à Hikaking en disant qu'elle ne va pas être contente
mécontente, mais elle lui donne sa bénédiction. Hikaking répond juste merci, sauf que la tristesse l'envahissant, elle décide de tout balancer à un magazine. Elle déclare qu'elle pensait être toujours en couple avec Hikaking jusqu'à aujourd'hui, car après tout, il n'avait jamais formellement rompu. Le magazine se frotte les mains et publie son article, et comme il s'agit de l'influenceur le plus influent de tout le Japon, eh bien la sauce, elle prend vite. L'article bad buzz, et du coup Hikaking décide de faire une vidéo d'excuses. 当時の僕の至らない振る舞いで傷つけてしまい、本当に申し訳ございませんでした。 Est-ce qu'il avait vraiment besoin de faire une vidéo d'excuses? Personnellement, je pense que non. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Hikaking a très bien joué son coup. Il n'a pratiquement rien à se reprocher, et pourtant il préfère couper l'herbe sous le pied tout de suite. En faisant des excuses aussi formelles, il gagne plus de sympathie auprès du public qu'il en avait déjà. Alors qu'en France, vous êtes d'accord, ça aurait eu l'effet totalement inverse. Autant au Japon, c'est faute avouée à moitié pardonnée, voire complètement pardonnée, mais en France, c'est faute avouée à double peine. Et ça se voit parce que en France, j'ai beau chercher, je n'ai trouvé aucune vidéo d'excuses. Ça n'existe pas. Il y a des vidéos explications où la personne se justifie, donne un contexte, mais pas de vidéos d'excuses. Là encore, différence culturelle avec les Japonais qui disent souvent pardon, mais il faut noter aussi que ça marche au Japon parce que les Japonais sont prêts à accepter les excuses d'une personne pour ensuite passer à autre chose. Alors qu'en France, on a plus tendance à camper sur nos positions et à ne jamais céder ou pardonner à l'autre. Alors vous allez me demander, qu'est-ce qu'il y a de malsain là-dedans à faire des excuses quand on a merdé? Eh bien, rien. Directement rien. Parce que s'excuser auprès du public aussi facilement pour une affaire qui à mon sens ne le méritait pas, eh bien c'est dorloter le public, céder à ses caprices, lui flatter son ego. Est-ce qu'on peut en vouloir à Hikaking? Non, Hikaking c'est juste un exemple, mais il y a plein de vidéos où je vois des youtubeurs japonais qui s'excusent pour des faits, mais c'est ridicule. Surtout avec le recul aujourd'hui par rapport à ce qu'il y a eu pendant le Covid, où il y avait des youtubeurs qui, attention, sortaient dehors après 20h, alors que tout le monde le faisait, bon bref. Parce qu'à force de trop brosser les gens dans le sens du poil, ils ne finissent par obtenir que ce qu'ils veulent entendre. Flatter l'ego. Alors là, on rentre sur le sujet touchy de la vidéo, donc je vais y aller doucement et calmement. On m'a souvent demandé pourquoi je ne faisais pas de contenu pour les Japonais. Alors déjà, comme vous l'avez vu, le public japonais ne se comporte pas du tout comme le public français, mais dans mon cas, il y a une différence énorme entre un créateur de contenu qui parle du Japon pour des étrangers, donc là, c'est mon cas, et un créateur de contenu étranger qui parle au japonais. La différence, c'est quoi? Disons que c'est dans la manière d'aborder les différences culturelles. Dans 99% des cas, le contenu destiné aux Japonais, il faut que ça ne dise que du bien du Japon. Il faut dire à quel point le Japon c'est génial et à quel point on ne veut plus jamais retourner dans son propre pays. Ils veulent voir les gens s'émerveiller sur leur culture. Il y a beaucoup de chaînes qui font ça, des Américains, des Allemands, des Italiens et fatalement des Français. Et ce contenu c'est top, ça permet de montrer les bons côtés du Japon, mais pas au reste du monde. Aux Japonais. L'équivalent, ce serait comme si je faisais que des vidéos avec les Japonais qui viennent en France et que dans toutes les vidéos, ils disent « Waouh, c'est trop bon le pain en France, c'est trop bon la viande, waouh, le métro, il est trop bien, waouh, les sushis !» Bon, faut peut-être pas abuser sur les sushis. Et que je vous dise « Oh là là, vous savez, les Japonais, ils adorent la France, ils ne veulent même plus retourner dans leur pays. » Ça peut être le cas, c'est possible. Mais je suis convaincu que le public se lasserait très vite d'un contenu 100% positif. Et d'ailleurs, j'ai même pas besoin d'être convaincu de moi-même parce que c'est réellement ce qui s'est passé. Quand j'ai commencé à parler du Japon en 2017, il y avait aussi ce phénomène. Globalement, à l'époque, on disait que le Japon c'était soit différent, soit c'était mieux que la France. Il n'y avait que de rares points négatifs que j'abordais en vidéo. Mais au bout d'un moment, autour de 2019, la tendance s'est complètement inversée et du coup, on n'était que sur le bashing du Japon. C'était vraiment la découverte des points négatifs sur le Japon et on avait tendance à dresser un tableau un peu trop noir. Les arnaques, les mensonges, les histoires horribles. Et depuis 2022, eh bien, je trouve que ça s'est très bien équilibré parce que je peux aborder des sujets plus deep, où forcément c'est des choses plutôt négatives sur le Japon, mais en creusant, on comprend qu'en fait, c'est pas forcément négatif, c'est juste une différence culturelle profonde. Donc je parle toujours des mauvais côtés qui sont moins connus, mais je fais aussi du contenu plus léger pour parler des bons aspects du Japon. Et j'ai compris à la longue que c'était ça qui intéressait en tout cas le public français, c'est un regard honnête et juste sur la réalité des choses. Avec une petite touche de négativité quand même. Il suffit de voir les contenus des influenceurs étrangers qui viennent en France et qui buzzent en France. Ah, clairement on est sur une autre ambiance que les contenus japonais. That's human shit. There's pigeons living in one of those. Hi, my name is Luis. Today... Alors oui, les ghettos et les manifs pendant qu'un Italien essaie de faire une vidéo top sur les croissants à Paris, bien sûr c'est navrant et on aimerait donner une autre image de la France. Mais au moins, on peut être fier de dire que cette image, elle est pas retouchée. Ah, elle est pas retouchée là. Hein. Du coup, parallèlement à ça, les contenus qu'il y a au Japon pour dire que le Japon c'est trop bien, c'est vraiment fantastique, c'est trop cool, eh bien, il y a rien de mal non plus. Attention, ces contenus au Japon, je le précise, ils n'ont rien de mauvais, ils ne mentent pas. Et je pense à titre personnel que ces créateurs de contenu ont raison de faire ce contenu parce que c'est celui
celui qui fonctionne. Mais ce qu'on peut dire, et qui est peut-être un peu violent, c'est qu'il n'apporte rien auprès du public. Le youtubeur Dogen, que j'adore personnellement, l'explique très très bien. 日本のことをひたすら褒めまくる外国人 YouTuber、国内 YouTuber、ニュース番組さえも毎日のように増えています。 Il explique ça en disant que les Japonais adorent les fast-food parce qu'ils n'aiment que quand ça les brosse dans le sens du poil. Il fait une magnifique métaphore filée entre les fast-food et le contenu flattant le Japon et les Japonais. Tout ça pour dire que les bons nutriments, ceux essentiels pour être en bonne santé, ils sont rarement dans les fast-food. C'est pour ça que là je blâme plus le public japonais qui se contente de fast-food comme ça en se disant waouh j'adore les étrangers, ah ils kiffent tellement notre culture, c'est trop bien. Et tout ça c'est considéré comme normal parce que tout le monde le fait. C'est aussi le public qui décide du contenu qui est mis en avant ou non. L'algorithme c'est juste un outil qui interprète les envies, les centres d'intérêt, mais le réel décisionnaire, c'est vous. Donc choisissons réellement ce qu'on a envie de regarder, qu'on a envie de continuer à regarder, car votre simple clic a sûrement plus d'impact que ce que vous pouvez imaginer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup aussi à Honkai Star Rail de l'avoir sponsorisé, vraiment le lien dans la description et la nouvelle mise à jour, on est bien. La prochaine vidéo ça va être un format plus léger, plus sympa avec Kevin, je vous réserve la surprise. Sur ce n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, moi je vous dis à la prochaine, tchuss.